pour notre maman Hélène. Merci pour le don de sa personne à ce centre, à ton église. Père, nous prions, te la recommandant, afin que ton esprit de sagesse, de grâce et d'intelligence repose sur elle, pendant qu'elle va nous conduire, Seigneur, dans une nouvelle étape ce soir dans la formation de nos projets. Père, nous prions, Seigneur, que tu les guides de tout ce dont elle a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, tu as la parole, tu es le commencement, tu es la vie et tu es la source de toutes choses. Seigneur, nous prions que tu parles, que tu sois dans la bouche de Maman Hélène. Nous prions pour la sagesse, l'inspiration. Nous prions pour une atmosphère d'inspiration. Seigneur, que nous allons puiser au profond de toi. Que ton Saint-Esprit qui sonde tes profondeurs vienne révéler chacun de nous, vienne révéler les affaires, vienne révéler les ouvertures à ce lieu, au travers de Maman Hélène, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas là au premier séminaire. Tu veux savoir. Premier séminaire, ok. Donc, Hélène, tu as vu pourcentage. Gloire à Dieu. Nous allons lui passer la parole. Suppose de la science. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Il va nous nourrir de temps en temps. Quand tu vas avoir les prémices, il va nous nourrir. C'est ça. Donc, il nous faut de la publicité. Ici, au centre, nous devons savoir ce que chacun d'entre nous fait pour pouvoir nous entraider. Quand moi j'achète des œufs chez tonton Jules ou chez le frère Jules, ça fait que l'argent tourne entre nous. Je ne sais pas une discrimination, hein, c'est normal. Moi, je ne peux pas laisser une activité génératrice de revenus ici pour aller chercher ailleurs. C'est tout à fait normal pour moi. Il nous faut donc l'environnement. Qu'est-ce que nous pensons? Quand nous disons l'environnement, c'est de penser à ce que notre activité génératrice de revenus ne puisse pas nuire à ceux qui seront à côté. Si nous voulons faire du poisson braisé, pensons aux eaux sales. Pensons à la fumée. Et puis, si nous voulons faire, je ne sais pas, un kiosque de musique chrétienne, pensons au bruit. Est-ce que le bruit là ne va pas gêner nos voisins? Est-ce qu'on ne viendra pas frapper tout le temps à votre porte pour dire que vous nous gênez, ou vos eaux coulent, ou la fumée empêche que nous puissions respirer? Donc, nous devons penser à ces choses-là avant même de dire que nous allons écrire, mettre ce que nous voulons faire sur un bout de papier. Nous avons parlé la semaine dernière, ou il y a quelques semaines de cela, du cycle de projet. Parce que nous ne pouvons pas faire un projet sans savoir où commencer ou où finir. Nous devons savoir comment commencer notre projet et comment en finir. C'est ça qu'on appelle cycle de projet. Il n'y a rien dedans. C'est un mot conventionnel, mais ça s'appelle le cycle de projet. C'est-à-dire comme le cycle de la vie, on est conçu, on naît, on grandit, et puis petit à petit on descend, et puis on meurt. C'est ainsi qu'est le projet. Le projet doit naître à partir de votre texte, être écrit sur un bout de papier, ensuite chercher des éléments que nous avons dit à la définition du projet, et maintenant commencer à mettre ça en pratique, et ça devient un projet palpable qui nous donne de l'argent. Les 8 étapes qu'on a dit, c'était identification, c'est-à-dire savoir ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Qu'est-ce que nous voulons effectivement faire pour avoir de l'argent? Est-ce que nous voulons vendre les bâtons? Est-ce que nous voulons faire le coquille et aller vendre? Parce que je vois beaucoup de mamans qui font de la nourriture et à midi, entre midi et 13h, elles portent ça sur leur tête pour aller vendre à un point précis. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? C'est ça ce qu'on appelle identifier notre projet. Et dans l'identification, nous devons penser à nos capacités physiques même de pouvoir faire ce projet-là. Par exemple, moi, il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je n'ai plus les forces de faire ces choses-là. Nous devons donc penser en dehors des capacités financières, c'est-à-dire les moyens financiers que nous allons mettre en œuvre. Penser aussi à nos moyens physiques. Est-ce que l'entreprise que nous voulons créer, nous allons devoir le faire ou bien nous entourer de personnes capables de nous aider et nous serons là juste pour superviser.
la préparation. Nous avons aussi dit qu'à cette étape, il y a toujours 2 personnes dedans. Parce que même si vous venez me demander un conseil, je fais déjà partie de votre projet, de votre activité. Donc il y a 2 personnes, vous préparez, vous concevez le projet, vous le soumettez à une personne que ma soeur, mon frère, mon mari, voilà ce que je pense faire. Qu'est-ce que toi tu penses? Et il va dire ce qu'il va dire. Déjà, c'est 2 personnes. Et Dieu est la première personne. Donc, là, physiquement, il faut 2 personnes. Pour la préparation, il vous incombe de préparer. Si vous venez à Ifo et vous dites que je vais vendre le macabo ou la patate au marché et que j'ai besoin de 50 000, la préparation là, pour obtenir les fonds, c'est vous qui allez le faire. Parce que moi, je ne sais pas comment vous allez vendre votre patate ou votre macabo. C'est vous qui allez vous asseoir et mettre ça par écrit ou bien verbalement pour les personnes qui ne savent pas écrire, que voilà ce que je voudrais faire. Et je veux vous apporter donc mon aide. Dans ce cas-là, c'est vous qui prenez le devant. Et moi, je suis là pour vous accompagner. Évaluation. Dans l'évaluation, comme vous ne pouvez pas être juge et partie, c'est moi qui vais venir, moi à qui vous demandez conseil. C'est moi qui viens dedans maintenant dire que est-ce que ce que vous avez préparé là, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que les paramètres, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez avancer? Et si ce n'est pas réuni, nous regardons ça ensemble et nous consignons ceci dans un rapport qui s'appelle le rapport d'évaluation du projet. Et c'est ce rapport-là qui va nous servir tout le long de la vie du projet. Ici, ça devient un peu sérieux parce que ce rapport nous servira comme le document de base de votre projet, comme la Bible, pour que le projet puisse avancer selon ce que nous aurions convenu à l'avance. La négociation se passe que nous nous asseyons, vous et nous, c'est-à-dire si vous venez à Dipo, nous allons nous asseoir à 2, et si nous sommes plusieurs, nous nous asseyons de 2 côtés, vous d'un côté, nous de l'autre côté, et nous discutons, nous regardons ce document qu'on a préparé, que vous avez préparé à la préparation, à l'évaluation, et nous regardons si tout est contenu dedans, c'est-à-dire les fonds, le timing, c'est-à-dire la durée du projet, les éléments de base, c'est-à-dire le matériel, location physique du projet, etc. Nous regardons, et si c'est OK, nous signons. Et moi, je vais signer, et vous allez apposer la deuxième signature, et le mariage est ainsi conclu. Supervision, nous sommes maintenant à l'exécution. L'exécution vous incombe. C'est vous qui avez le projet vous appartient. Si je viens en tant que technicien ou en tant que bailleur de fonds, c'est-à-dire la personne qui apporte de l'argent, je ne peux pas exécuter ce projet-là, sinon je vous trompe. C'est vous qui allez exécuter le projet et je viendrai seulement de temps en temps au moment de la supervision, au moment où nous avons convenu qu'on peut se retrouver ensemble pour que vous voyez si le projet marche. C'est en ce moment-là que moi je viendrai. Mais tout le travail du suivi au jour le jour du projet, ça vous incombe, chers séminaristes, chers patrons et chers futurs patrons. Cela vous incombe. C'est votre travail. Donc, la supervision, à la supervision, c'est moi cette fois-ci qui prends le lead, ou le technicien, ou le votre conseiller, ou votre financier qui n'est pas ICO, qui est peut-être une banque locale, ou une PME, ou une microfinance. C'est celle-là qui va superviser le projet. Et la supervision ne se fait pas n'importe comment. La supervision est convenue de prime abord dans le rapport qu'on a fait au niveau de l'évaluation. C'est-à-dire, en ce moment-là, vous savez qu'à tel jour, à telle date, mon partenaire ou mon conseiller viendra regarder ce que je fais et me donnera des conseils. Parce que sorti de là, on a un document qu'on écrit, qu'on appelle aide-mémoire. Cette aide-mémoire-là nous sert à consigner par écrit ce qui a été fait et qui est bien,
Et ce qui a été fait et qui n'est pas bien. Ce qui a été fait et qui est bien, on applaudit. Ce qui a été fait et qui n'est pas bien, on apporte des corrections. Généralement, c'est au niveau de l'audit que les choses coincent souvent. C'est-à-dire que quelqu'un a pris l'argent, peut-être 50 000, et on a dit que la supervision c'est dans 2 mois. Au bout de 2 mois, vous venez. Au bout de 2 mois, on devait être à 25 000. Oh, il a déjà dépensé les 50 000. Au lieu d'être à 25 000, il a dépensé les 50 000. Et quand vous lui dites, donnez-moi le document ou bien la fiche d'entrée et sortie, c'est-à-dire la fiche de vos dépenses et la fiche de vos entrées, il n'y a pas de fiche. Il dépense comme ça, c'est-à-dire il ne tient pas compte de rien, c'est-à-dire quand il a l'argent, ça sort. Il sait que c'est sorti, mais il ne sait pas combien c'est sorti, il ne sait pas combien c'est revenu. Ça, c'est pas bien. Donc, à ce niveau, on doit regarder ça, regarder si la fiche, la tenue des comptes, c'est ça qu'on dit dans le jargon comptable, la tenue de compte. Si votre cahier, votre fiche, on va voir ça en atelier, votre fiche d'entrée-sortie est bien tenue. Est-ce que quand vous sortez 1 franc, même pour le taxi, il faut signer. Vous avez des petites fiches qui s'appellent fiches de petit cash. Le petit cash, c'est un petit fonds de roulement qui vous permet de faire vos courses au jour le jour pour ne pas aller à la banque tout le temps. Donc, si vous avez un fonds de commerce de 50 000, mettez au moins 5 000 de côté, sachant que ça va vous permettre de sortir ou d'envoyer l'enfant vous chercher la marchandise quelque part ou d'aller téléphoner. Tout ça, vous mettez, quand l'enfant ou votre coéquipier, votre employé prend l'argent, vous mettez quelque part, il signe que j'ai pris 500 francs de taxi. Et quand il revient, au bout de la semaine, vous collectez tous ces petits bouts de papier-là, vous mettez sur un A4 comme ça, vous agrafez et vous photocopiez. Donc, à la fin du mois, vous répertoriez tout ça et ça vous donne vos dépenses du mois et vos recettes du mois. Et vous savez si vous avancez dans la bonne voie ou si vous n'avancez pas dans la bonne voie et on rectifie le tir. C'est ça. Bon, maintenant nous sommes à la clôture. La clôture, c'est que le projet a atteint son objectif. Parce que si le projet, c'est vrai qu'il y a des projets qui meurent à mi-chemin, mais ici nous supposons que nous sommes en Christ, nous sommes la tête et par la queue, nous sommes premiers et pas derniers, et que nous ne pouvons pas échouer dans une entreprise parce que le Seigneur l'aura déjà béni. Donc, nous supposons que nous arrivons à la mort naturelle de notre projet. C'est-à-dire, nous avons dit 6 mois pour faire notre call box avant d'avancer. Nous sommes au 6e mois, nous sommes à la fermeture et nous devons donc nous réasseoir pour regarder dès le départ comment nous avons cheminé ensemble et rédiger un document qui s'appelle rapport d'exécution et d'achèvement du projet. Et dans ce document-là, nous allons nous dire, nous allons vous demander, est-ce que vous voulez continuer dans la même lancée parce que vous avez eu 100% de bénéfices, ou bien vous pensez élargir l'éventail, vous pensez diversifier vos activités pour ne pas être coincé au moment où ce que vous faites là ne marche plus, vous vous retrouvez sans travail. Et il est conseillé de diversifier. Si vous voulez diversifier, nous allons encore nous asseoir, regarder le montant, regarder quelle est la branche que vous voulez ajouter à l'ancienne branche, ou vous voulez vraiment contourner et faire autre chose, mais dans la même pensée, dans la même lignée. À Gifco, par exemple, nous avions commencé avec 2 grandes composantes. La composante enfants internes, 11-18 ans, qui étaient gardés chez nous pour leur réhabilitation avant de les réinsérer soit à l'école, soit à l'université. On s'est retrouvé cette année-ci avec beaucoup de problèmes avec ces jeunes-là. Et nous avons décidé de faire seulement avec les jeunes de 19 à 35 ans, ceux-là qui vivent en famille, mais sont dans des conditions difficiles et qu'en leur donnant un peu de travail, en les rendant autonomes, on appelle ça pour l'autonomisation, en les rendant autonomes, ils pourront cette fois-là s'occuper d'eux-mêmes d'abord, parce qu'il faut l'épanouissement personnel, et ensuite de leurs membres de famille. Et quand nous rentrons dans ce genre de famille, nous nous occupons de tout le monde.
Vous avez vu ici qu'il y avait même des jeunes, des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, parce que on arrive, on trouve que le père ne fait rien, on finance ses activités, mais en attendant que l'activité prenne corps, nous nous occupons d'envoyer les enfants à l'école, d'acheter la nourriture pour les nourrissons, le lait, le pain, le riz, l'huile, tout ça. Donc ça fait que on occupe toute la famille. Nous devenons une seule famille. Si je mange, eux ils mangent. C'est un peu ça à Guifo. Nous sommes maintenant à l'évaluation à mi-parcours. L'évaluation à mi-parcours, c'est juste un moyen pour nous de voir si pendant l'évaluation normale, nous avons évité ou nous avons oublié certains pans importants de notre activité. Si on a oublié, on rattrape ce pan-là à l'évaluation à mi-parcours, qui est tout simplement la moitié de la durée de vie de votre projet. Je ne sais pas si ça va. Ça va? Ça va? Ok, je peux continuer donc. Après, nous avons l'évaluation, une post-évaluation. La post-évaluation se fait après la clôture du projet. En ce moment-là, c'est une petite enquête ou un sondage que nous faisons auprès de nos clients pour savoir s'ils ont été satisfaits. S'il y a eu, si ce que nous avons vendu ou notre activité leur a donné, leur a fait quelque chose de bien, s'il y a eu un impact positif dans leur vie par rapport à ce que nous leur avons apporté. Nous voyons nos jeunes, il y a des témoignages, donc quand nous allons monter un autre documentaire comme celui que vous venez de voir, vous verrez ce que nos jeunes disent dedans. Ils sont satisfaits, ça nous encourage. Donc c'est ça ce qu'on appelle post-évaluation. Les différents documents que nous devons préparer pendant la durée de vie de notre projet, il y en a quelques-uns. Il y a le document d'information du projet, qui est un document, quand vous rêvez que je dois faire telle chose, vous écrivez ça quelque part. Donc ce document vous permet de ne pas gaspiller l'idée. Parce que vous pouvez rêver, le Seigneur vous signale un truc, au lieu de vous lever et mettre ça par écrit, le lendemain vous avez oublié. Donc c'est ça le document d'information. Et au fur et à mesure que vous mettez les idées ensemble par écrit, après, quand on fait l'évaluation, on évacue tout ce qui n'est pas bon et on garde ce qui est bon. Des conseils que vous avez reçus de part et d'autre et des personnes sûres. Ne soumettez pas vos projets à n'importe qui. Soumettez à des personnes qui peuvent vous donner des idées valables, des bonnes idées pour vous élever, pas pour abaisser ou pour vous décourager. En ce moment-là, ça s'appelle le document d'information du projet. C'est tout simplement informatif. Ça n'a rien de valable ou de contractuel, c'est-à-dire comme le rapport d'évaluation. Par contre, le rapport d'évaluation, oui, parce que tous les deux vous signez, parce que c'est ce document qui nous amène petit à petit à la signature du document final. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un document beaucoup plus officiel que le premier document. Donc nous avons déjà parlé du PID, du document d'achèvement du projet et l'administration. Qu'est-ce que vous faites de l'administration? Chers chrétiens, ne lancez pas une activité génératrice de revenus sans aller à la mairie de votre coin demander ce que vous devez faire, parce que ce serait tricher. Or, nous ne sommes pas là pour tricher. Regardez si la mairie exige quelque chose, et si c'est une grosse entreprise comme celle de notre frère, il faut qu'il ait un registre de commerce, il faut qu'il ait le numéro de contribuable, il faut qu'il ait le numéro de statistiques. Donc, c'est des choses de stock, un document pour vos entrées. Vos entrées, c'est les bénéfices que vous générez à travers votre activité génératrice de revenus. Donc, c'est tout simplement ça qui s'appelle document fiduciaire. Fiduciaire venant des finances. Le document de stock, c'est un document qui vous permet de savoir à quel moment vous devez passer la prochaine commande. Parce que si vous n'avez pas un petit carnet sur lequel, quand vous commandez la marchandise, vous mettez dedans. Et quand ça sort, si vous avez commandé une grosse quantité, comme l'a fait du 20 mai, et que ça arrive, vous avez commandé peut-être 100 environ
et que maintenant vous vous retrouvez avec 2 alvéoles. Il fallait commander les œufs quand c'était déjà à 50, sachant que la fête de 20 mai, les gens dépensent beaucoup. Si vous attendez la rupture de stock, vous n'aurez pas des œufs. Donc c'est un peu ça le carnet de commande. Ça vous permet de savoir à quel moment, parce qu'à un moment donné, si le client vient une fois, il ne trouve rien, 2 fois, il ne trouve rien, 3 fois, il ne trouve rien, il ne reviendra plus. Il va aller ailleurs. Et peut-être ailleurs, là, il va trouver moins 5 francs ou moins 10 francs et il va y rester. Il ne reviendra plus chez vous. Donc, il faut toujours avoir un carnet de stock qui nous permet d'avoir l'œil. Quand nous avançons dans nos ventes, nous savons à peu près à quel moment nous devons lancer la prochaine commande. Tenez compte aussi des aléas de votre fournisseur. Vous pouvez arriver chez le fournisseur, il est malade, ou bien quelque chose est arrivé, et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer de diversifier les fournisseurs, avoir au moins 1 ou 2. Au cas où l'un ne marche pas, vous pourrez vers l'autre pour toujours être approvisionné. Voilà à peu près ce que nous nous sommes dit le 11 mai. J'ai ramassé ça comme ça pour les personnes qui n'étaient pas là. Si vous avez besoin d'explications secondaires ou supplémentaires, je suis à votre disposition. Je voudrais empiéter au questionnaire que nous vous avons donné à la fin de ce séminaire. Nous l'avons dépouillé et nous vous sommes très reconnaissants parce que les résultats, les réponses à ce petit sondage-là sont très encourageants et nous allons les partager ensemble. Je veux laisser le haut là, c'est un peu le blablabla de ce qui s'est passé. Il y avait 45 personnes qui ont rempli cette fiche. Nous étions plus nombreux que 45, mais 45 personnes seulement ont rempli la fiche. Il y a eu 27 femmes et 11 hommes, âgés de 16 à 45 ans et plus. Et cette personne n'ont mis ni âge, ni sexe. Donc, nous les avons mis un peu de côté. Ces sondages ont été réalisés pour avoir une idée de ce que vous pensiez de notre apport ici au centre de réveil en ce qui concerne le montage et la gestion de projet. Nous avons vu que permettre aux participants de mieux monter leur projet, le numéro 2 de notre objectif, c'était minimiser les risques d'échec, asseoir une bonne gestion en développant un système de mécanismes de suivi et évaluation pendant la durée du projet, bien vendre son projet par la communication, le marketing, la publicité, et faire une post-évaluation à l'achèvement du projet pour savoir si ça marche, si nous continuons ou si nous laissons tomber. Voilà un peu les conclusions que nous avons eues. Le séminaire a été bien accueilli, suscité beaucoup d'opportunités d'affaires auprès des participants. Mais certains termes utilisés étaient trop techniques et qu'à l'avenir, le vocabulaire devrait être au niveau et à la compréhension de tous. Il y a donc un besoin d'amélioration dans ce sens. Le premier problème que vous avez soulevé, c'est le financement. Il n'y a pas de financement. Comment est-ce qu'on peut faire un projet alors qu'on n'a même pas un rond? Voilà. C'était la priorité numéro 1 que les répondants, les personnes qui ont répondu à nos questions ont soulevé. Maintenant, 45 personnes ont déclaré que l'organisation du séminaire était juste et espérait en avoir en plus. 42 ont dit que le séminaire a répondu à leurs attentes. Une personne voudrait des explications supplémentaires que j'ai déjà données parce que j'ai été contactée en informel pour ça. Une autre personne a demandé que les termes étaient trop... de simplifier les termes, et une autre personne a dit qu'elle va voir ce que l'atelier va donner. Donc, c'était la 4e question qui a été répondue à 100% positive. La 5e question a eu 95% de succès. La 3e question qui était l'activité dans sa globalité a-t-elle atteint vos objectifs, 85%.
En résumé, il y a un vrai engouement et impact de ce séminaire et l'impact que cela a suscité auprès des participants. Et ils ont voulu qu'on lance d'autres projets dans ce sens-là. Aussi, nous avons déjà enregistré à peu près 4 demandes verbales qui ne sont pas encore par écrit. J'espère que ça sera fait ce soir. Voilà le diagramme de ce que nous avons reçu. Maintenant, nous sommes à la formation module 2 de notre projet, qui va consister uniquement à l'atelier. Et j'espère que vous, mes chers séminaristes, vous êtes venus chacun avec une idée précise de ce qu'elle ou qu'il veut faire de sa vie par rapport à générer de l'argent de ses propres mains. N'attendons pas nos parents, n'attendons pas nos enfants, n'attendons pas nos maris ou nos femmes. Allons-y avec eux, faire quelque chose de nos mains. C'est cela que Jésus nous recommande. L'homme vivra de son salaire. Je paraphrase. Donc c'est un peu ça que nous avons fait aujourd'hui. Donc nous sommes à cette phase ici, le module 2. Ce module 2 a beaucoup de tableaux. Je veux le brosser rapidement. Le suivi, comme je l'ai dit, c'est le jour au jour de ce que vous faites. L'évaluation, c'est que nous nous mettons ensemble pour évaluer, pour voir un peu comment ça marche. S'il y a des dérapages, nous redressons avant la clôture du projet ou avant la fin du projet. Donc, c'est un peu ça. Ce soir, je suis allée. J'ai touché un bouton. Voilà, nous allons vous présenter un plan de suivi et évaluation qui va être très simple. Très simple. Est-ce qu'elle est anglophone à ça? Je ne comprends pas. Elle est la seule, mais elle comprend, n'est-ce pas? It's okay with you. Ok. Donc, ce soir, nous sommes à ce niveau-ci. Ça va être très facile, on n'a pas compliqué. Pour nous, ici, nous n'avons pas besoin de 8 étapes. Mais, qui sait, demain, vous pouvez avoir apporté votre projet au niveau d'une banque, une vraie banque, pas parce que nous n'avons pas l'argent, une vraie banque pour financer. Vous devrez connaître, savoir qu'il y a quand même des prérequis, c'est-à-dire des conditions pour pouvoir avoir un crédit bancaire. C'est quelquefois les gens se plaignent, la banque n'a pas voulu financer parce que le projet est mal monté. C'est pour ça que nous vous donnons une idée générale. Mais pour Guico, nous voulons seulement avoir le site, savoir où vous allez être localisé. Nous allons aller voir si c'est possible que cette activité se passe là-bas. Si ce n'est pas possible, nous refusons, nous vous demandons de changer. Nous allons vous demander le délai. Pour combien de temps vous allez faire ce projet-là. Et ensuite, nous allons vous demander si vous avez un apport personnel. Vous venez avec quoi? Si vous demandez 50 000, est-ce que vous avez même 10 000 comme apport personnel, c'est-à-dire ce que vous apportez dans le projet? S'il n'y en a pas, on va regarder et voir si on peut vous donner quelque chose. Et un autre préalable, c'est que Dadi doit mettre son OK sur tous les projets qui concernent le centre ici. Il va falloir que vous portiez, quand nous allons finir, ceux qui veulent vraiment l'argent, je dis que vous allez lui montrer. Il va me convaincre. Pas me montrer. Bon, vous allez le convaincre de la nécessité de faire cette activité-là avec qu'est-ce que je peux dire? Les choses que vous avez préparées, ça va être comme devant là-bas. Vous allez lui expliquer votre projet et s'il est convaincu, ici, s'il n'est pas convaincu, il peut vous donner des conseils. Que non, change ça, prends plutôt le côté. Donc, tous les projets qui viendront ici, vous serez prioritaires. Et je voudrais aussi ajouter qu'à la fin de ce séminaire, les personnes qui l'ont suivi 2 fois auront un certificat. Et nos certificats sont reconnus parce que nous avons une autorisation. C'est vrai que cette autorisation n'a pas été active depuis que nous avons cessé de former les jeunes du FNE, parce que nous formions par le passé les jeunes du FNE sur le secrétariat bilingue et le protocole. Donc, on peut renouveler ça si vous avez, donc vos certificats seront reconnus sur l'étendue du territoire. Nous sommes là maintenant dans les fiches.
Ici, c'est le plan de suivi et évaluation de RIFO. Je prends toujours l'exemple sur nous pour que vous compreniez que plus ou moins ce que nous prêchons, nous le suivons. Là-bas en haut, c'est un listing que nous avons fait. Mais la prochaine fiche sera un tabulaire. Quand vous devez faire votre suivi et évaluation, vous cherchez l'objectif général de votre projet. Qu'est-ce que je veux atteindre? D'ici 6 mois, si je choisis que la durée de vie de mon projet c'est 6 mois, qu'est-ce que je veux atteindre? Quel est l'objectif général de ce que je veux faire? Nous, on a dit cap 100 enfants d'ici fin 2019, 100 jeunes à qui nous allons soit sortir de la rue, soit donner les projets en générateur de revenus. Donc, notre objectif général, c'est juguler le phénomène enfant de la rue au Cameroun en synergie avec toutes les bonnes volontés des acteurs actifs dans l'encadrement et l'accompagnement de l'enfant vulnérable. L'enfant vulnérable, c'est celui-là qui est dans la rue et celui-là qui vit dans des conditions très difficiles en famille, parce que la famille est démunie et ne peut rien faire. Donc c'est l'ensemble-là qu'on appelle l'enfant vulnérable. Et nous avons comme objectif numéro 1, œuvrer à l'appui et l'encadrement des enfants en détresse et en situation de vulnérabilité. Deuxième objectif, contribuer au renforcement des mécanismes d'accompagnement et de prise en charge des enfants. La prise en charge, c'est par exemple les envoyer à l'école, leur trouver du travail pour les plus âgés, ainsi de suite. Voilà une prise en charge pour nous occuper d'eux, pour les réhabiliter, pour leur retour en famille. Et dans ça, nous avons les activités. Les activités, c'est ce que vous faites au jour le jour. Et dans cette activité-là, vous avez des tâches. Une activité, deuxième tableau, la tâche, les résultats attendus de cette tâche. Qu'est-ce que vous attendez? Quand vous faites la campagne d'évangélisation ici, l'objectif général, c'est donner la parole de Dieu à tout le monde, comme la Bible nous le recommande. Faites de toutes les nations des disciples. Mais l'objectif spécifique qui regarde ce centre, c'est quoi? C'est que d'ici la fin de l'année, nous ayons 2 cultes. Voilà un exemple. Et les tâches, ce que nous allons faire pour arriver là, c'est ça que nous appelons des tâches. Nous allons faire, les femmes en juin vont avoir 5 jours pour s'exhiber dans tous les sens. Ça appelle les nouveaux. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire telle chose, on va faire telle autre chose, on va faire telle autre chose. Tout ça là, c'est des tâches. Et à l'intérieur de ça, qui prend le devant dans quoi? Quelles sont les différentes responsabilités? Elle, par exemple, elle est responsable des femmes avec 2 adjoints. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle, en tant que dirigeante des mères d'Israël, qu'est-ce qu'elle va faire? Et elle va déléguer quoi à qui? Dans le groupe des ateliers que nous faisons les mercredis, il y a plusieurs groupes et il y a un chef de groupe dans chaque. C'est ça ce qu'on appelle les activités et nous aurons des responsables. Qui est responsable de quoi dans chaque groupe? Pardon, en quoi maintenant, même chose, tu ramènes ça à la banque des œufs, supposons que je vende des œufs, parce que tu es encore entré dans l'église. Ok, si vous vendez les œufs et que vous êtes seul, vraiment. Non, que j'ai quelqu'un qui vend ça. Ok, vous vendez les œufs et vous avez un employé, oui, une personne qui vous accompagne. Vous allez définir ce qu'il doit faire. Vous allez lui dire que vous allez le former en quelque sorte. Vous allez lui donner une petite formation de ce que vous voulez que la vente de vos œufs soit, par exemple, l'accueil. Quand quelqu'un passe là, est-ce que vous faites un petit sourire, même s'il ne vient pas chez vous? Parce que déjà le sourire attire les gens. Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis vous allez dire à cette personne, quand je ne suis pas là, et que quelqu'un vient vous dire que le patron a dit que vous pouvez me donner 5 avioles de fruits. Vous ne donnez pas, vous lui dites que je suis désolé, il ne m'a pas donné des consignes par rapport à ça. Et vous allez aussi dire à ce monsieur ou à cette dame que
les petits œufs se vendent à 1500, les gros œufs à 1800 et les œufs super gros à 2200. Comme ça, vous écrivez, vous pouvez même écrire pour qu'il n'oublie pas. Quand il oublie, il prend son cahier, il dit, c'est un peu comme la Bible de votre projet. Il prend son cahier, il dit que le patron a dit de vendre tel œuf à tel prix et tel autre à tel prix. Et puis son environnement de travail. Est-ce que quand il vient le matin, il trouve que les passants ont jeté des ordures par terre et par... Est-ce qu'il balaye pour être propre, pour garder son environnement propre? Donc tout ça doit être consigné. Ça s'appelle le job description. C'est la description des tâches de chaque personne. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire ici. La description des tâches. De façon que quand la personne gaffe, qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Et là, il doit faire une formation. J'ai constaté ici que les patrons ne forment pas leurs employés. Il vous prend dans sa famille, peut-être vous êtes nouveau, ou nièce, ou je ne sais pas quoi. Et il vous met là, il ne vous dit rien. Et quand vous gaffez, c'est là où ça tombe sur vous que vous avez fait telle chose. Alors qu'une petite formation de 2 semaines aurait suffi pour briefer, pour dire à la personne qui vous seconde que vous devez faire telle chose à tel moment, à tel moment. Quand vous arrivez le matin, nettoyez la table, prenez d'abord 5 cartons d'œufs, 5 avions d'œufs, vous mettez, ne mettez pas tout parce que vous êtes seul, je ne suis pas encore là. Et puis quand vous vendez, allez encore au magasin, cherchez un autre 5 cartons et voilà comment vous vendez les différentes tailles des œufs. Donc c'est un peu ça, ce qu'on appelle la description des tâches. Maintenant, vous devez avoir des intervenants. Les intervenants, c'est l'équipe. C'est les personnes que vous appelez de temps en temps pour venir vous donner un coup de main quand vous êtes débordé. Ou bien quand vous organisez quelque chose de grandiose, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous faites venir d'autres cerveaux pour vous aider à monter cela. Chez nous, nous avons un psychologue. Quand nous prenons les enfants dans la rue et qu'ils sont très têtus, très agressifs, nous le faisons d'abord visiter par le psychologue. Ensuite, quand il y a des problèmes spirituels, nous faisons venir les pasteurs ou les évangélistes. Vous avez vu dans le diapo que j'ai présenté tout à l'heure, nous faisons des salles, des enseignements chez nous là, dans notre centre, pour un peu allier la Bible et la psychologie, le changement de mentalité de nos jeunes. Les besoins. Vous avez besoin de quoi pour vendre les œufs? Pour vendre les œufs, vous avez besoin des alvéoles, vous avez besoin d'une table, vous avez besoin d'une salle où vous gardez votre stock et vous les sortez au fur et à mesure de la vente. Et vous avez besoin d'un personnel, d'un aide. Parce que si votre fournisseur vous appelle que venez, les œufs sont arrivés, vous ne devez pas fermer en partant. Quand vous fermez, vous perdez la clientèle. Vous laissez l'enfant avec son petit cahier que vous avez rédigé avant et que vous l'avez formé dessus. Comme ça, quand vous partez, vous n'êtes pas inquiet, il va rester peut-être insulter quelqu'un et tout, et lui apprendre comment accueillir les clients. Il y a aussi un coût. Nous, on a 60 millions pour 3 ans. Et dans les 60 millions, quand vous faites une activité, vous allez dans ces 60 millions puiser le montant de l'activité que vous voulez mener. C'est-à-dire, comme nous sommes ici, si c'était un séminaire payant, et que savoir si ça va porter les fruits, et nous allons donc budgétiser ce volet de notre objectif spécifique selon ce que nous avons désigné de faire. Les périodes, vous devez savoir à quel moment faire quoi. Ça revient encore à ce que nous disions tout à l'heure, qu'il faut une durée de vie dans votre projet et savoir que quelle activité, généralement nous mettons des activités prioritaires en tête. C'est-à-dire nous choisissons ce qui captive et qui va captiver en captivant et à moindre coût. C'est-à-dire quelque chose qui va attirer les gens, soit dans notre site web, soit par Facebook, soit par Internet, quand nous envoyons à nos différents partenaires, qui va les captiver et faire en sorte qu'ils aient
ils aient la volonté de financer les prochaines. Donc, il faut faire des priorités quand vous voulez faire des activités. Il faut savoir qu'est-ce qui porte plus. Ce qui porte plus, vous le faites d'abord. Et à des périodes bien précises, des périodes captivantes. Vous pouvez vous repérer par rapport au jour. Parce que chaque jour dans le monde a une journée internationale de quelque chose. Ça peut être une journée internationale de l'enfant africain, une journée internationale de l'enfant de la rue, malheureusement ils n'en ont pas, une journée internationale de la famille, ils rentrent dedans parce qu'ils font partie d'une famille. Vous choisissez à ce moment pic-là et vous lancez votre activité pour que ça puisse avoir plus de visibilité. En ce moment, si vous voulez vendre les œufs, même la semaine prochaine ça va passer parce que les catholiques sont en train de baptiser. Catholique, ma femme de ménage m'a dit aujourd'hui qu'il faut faire le marché cette semaine parce que la semaine prochaine, ça va être difficile. Donc, si vous avez des activités génératrices de revenus où on mange les poulets et tout ça là, vous lancez à partir de samedi demain, ben, vous allez être en rupture de stock. Donc, c'est un peu ça. La philosophie, le marketing, l'esprit commercial exige ça. Que qu'à des moments précis de la durée de vie de votre projet, vous lancez une activité qui va faire boum. Voilà. Et en communication, on appelle événementiel. Donc, les indicateurs. Qu'est-ce qui va vous indiquer que vous avez réussi? Un petit sondage comme ce que nous avons fait la semaine dernière. Et aussi le nombre, si au départ vous avez dit que dans cette activité-ci, vous allez toucher 20 enfants de la rue. Quand l'activité finit, est-ce que vous l'avez fait? Si vous l'avez fait, bravo, vous avez atteint vos objectifs. Voilà un indicateur. Le nombre d'intervenants ou le nombre d'équipes mises en place ou le nombre d'enfants sortis de la rue. Même ça, nous si quelqu'un a décidé de vendre les habits, il a décidé qu'il vend de 20 habits à la fin d'un mois, est-ce qu'à la fin du mois, il a vendu? Amène ça au niveau quartier. Si tu as décidé de vendre, je prends toujours l'exemple des œufs. Si tu as décidé de vendre les œufs pendant cette période de fête et tout ça, sans alvéole, et qu'à la fin de l'activité, à la fin de votre rêve, vous vous retrouvez à avoir vendu seulement 80. Ça veut dire que vous avez atteint vos objectifs à peu près à 80%. Et que les 20% n'y sont pas. Donc vous allez voir, est-ce que c'est parce que beaucoup de gens ont vendu les œufs? Parce que si la demande est forte et l'offre petite, c'est-à-dire si les gens qui vendent les œufs sont peu nombreux, et ceux qui veulent acheter sont nombreux, vous allez sûrement dépasser même les 100 à l'heure. Mais si c'est l'inverse, vous allez sûrement ne pas vendre les 100 à l'heure. C'est bon? Oui, oui. Bon. Ok. Dans votre projet, quelles sont les personnes que vous associez? Vous n'associez pas les gens dans votre projet, dans l'activité que vous voulez mener, à tort et à travers. Si vous savez que la sœur Clarisse est forte dans tel domaine, quand vous lancez l'activité qui concerne ce domaine-là, faites-lui appel. Elle vient vous donner un coup de main. C'est ça ce qu'on appelle partenaire à être associé dans l'activité. Ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes dépassé, c'est parce qu'elle va ajouter un plus sur ce que vous voulez faire, une valeur ajoutée. Elle va porter un plus dans ce que vous voulez faire. Donc, ce qu'elle connaît va vous permettre d'atteindre plus que ce que vous voulez faire. Et maintenant, vous aurez peut-être une colonne de remarques. Quand vous n'atteignez pas vos objectifs, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous permet qu'à la fin, vous prenez votre tableau, vous regardez et vous dites à tel point, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire pour atteindre cet objectif-là. Et vous essayez de rectifier. Si vous ne pouvez pas rectifier, vous faites appel à une personne qui peut vous aider
à le faire. Donc ce tableau est en ce sens. C'est un listing que nous avons fait. Là maintenant, c'est le tableau proprement dit. C'est ce que je viens de vous présenter là. C'est à peu près ça. Et vous l'aurez en atelier. C'est ça ce que nous venons de voir. Et c'était notre deuxième objectif, encourager le retour en famille, le retour des enfants de la rue en famille. Nous voulons encourager le retour en famille. Et voilà l'objectif. Dans ça, nous avons décliné l'activité. L'activité, nous avons décliné les tâches. Les tâches, nous avons décliné les responsabilités. Qui fait quoi dans cette activité-là? Est-ce que nous avons besoin de personnes extérieures? L'argent, c'est combien que nous allons dépenser? Et l'indicateur, qu'est-ce que nous voulons atteindre? Et le nombre de la remarque. En atelier, nous allons nous appesantir là-dessus. Ça, c'est une fiche très simplifiée de gestion journalière de votre projet. Cette fiche a un numéro, vous mettez le numéro, vous mettez la désignation, vous mettez la quantité. C'est ce que, si vous voulez, numéro 1, c'est les œufs. Vous mettez œufs. La quantité, 50 alvéoles. Le prix, bon, maintenant, comme il y a plusieurs catégories d'œufs, vous allez donc faire plusieurs colonnes. œufs de 1800, œufs de 1500, 1800, 2200. Voilà. Et ce côté-ci va être ce que vous avez acheté et l'autre côté va être ce que vous allez dépenser. Parce que si vous faites dans des tableaux différents, vous n'aurez pas vraiment une visibilité, une vue globale. Parce que le tableau vous permet, qu'à vue d'œil comme ça, vous regardez, quand vous faites la somme de ce que vous avez acheté et la somme de ce que vous avez vendu, vous voyez tout de suite que vous avez perdu ou que vous avez gagné. Donc c'est plus facile de le faire un côté, ce qui entre, c'est-à-dire la marchandise que vous avez achetée, et de l'autre côté, la quantité que vous avez vendue. Et à la fin de la journée, donc, vous tirez la somme, la différence entre cette somme-là et l'autre somme, et vous voyez si vous avez perdu ou si vous avez gagné. C'est bon? Bon. Merci. Bon, ici, c'est l'état des dépenses. Votre état des dépenses, c'est la même chose, c'est de deux côtés. J'ai dépensé pour acheter 50 alvéoles de 100 alvéoles de, je ne sais pas, c'est combien? C'est à peu près, disons 100 000 pour 100 alvéoles de. Et nous mettons que nous avons acheté 100 alvéoles de à 100 000. Nous avons vendu ces 100 alvéoles de à 150 000. Parce que nous travaillons pour gagner, pas pour perdre. Donc notre bénéfice c'est 50 000. Aussi simple que ça. Ainsi de suite. Nous achetons le plantain. Nous avons acheté en brousse là-bas 50 régimes de plantain. Nous arrivons ici, nous disons ok, si j'ai acheté un régime à 1500, je vais le vendre à 2000 parce qu'il y a mon transport dedans, il y a ma nourriture parce que j'ai passé la nuit en brousse, il y a ceci, il y a cela, il y a les petits courses que j'ai fait, il y a ce que les policiers demandent s'ils demandent quelque chose, il y a ceci, il y a cela, vous combinez ça et c'est moi qui achète votre plantain qui paie. Vous cherchez toujours à gagner, c'est ça qu'il faut faire. Parce que en économie générale, on dit que c'est le consommateur final qui paye tout. Donc, ça rentre dans votre prix de vente. Vous calculez tout ce que vous avez dépensé pour amener 50 régimes de balmaillot ici. Et sur ça, vous dites que si j'ai acheté un régime à 1500, moi je vais le vendre à 2000. Parce qu'il faut que je rentre dans mes frais et que je puisse avoir quelque chose qui me reste, un bénéfice. Donc, c'est comme ça. Cette fiche donc sert à ça. Ce côté-ci, c'est les dépenses. Ce côté-ci, c'est les recettes. Et à la fin, vous tirez les totaux, les deux totaux. Ça, moins ça vous donne ce que vous avez, ce qui vous reste.
pense que je suis en train de tirer vers la fin. Bon, voilà la photo de la semaine dernière. Merci au pasteur et les deux qui ont fait ces photos-ci. Et là, je vous montre ce que nos jeunes sont en train de faire. Vraiment, nous sommes très encouragés par nos jeunes parce qu'ils sont en train de faire des choses. Cette dame, elle avait pris rien que 50 000 à Dipo. Et 2 semaines après, elle est venue rembourser le total. Et aujourd'hui, elle ne veut plus rien. Et je suis allée faire le suivi, je suis allée pour la supervision la semaine dernière. J'arrive chez elle me dit que je ne fais pas que les croquettes maintenant, je veux faire les archives, je veux faire les beignets. Tous les matins, j'ai même trouvé une dame qui cherchait les beignets le matin là chez elle. Et elle disait, mais pourquoi tu n'as pas fait 5 je ne sais pas quoi, 5 de beignets? Parce qu'elle fait beignets, haricots, bouillis, machin, tout le quartier mange les beignets chez elle. Donc c'est grâce à Dipo. Celui-là, c'est... Celui-ci, c'est un jeune. C'est le tout premier que j'ai sorti de la rue en 2007. Et je n'ai pas financé ses études, mais j'ai financé son loyer et sa nourriture pour lui permettre d'aller à l'école. Il est allé même à Dubaï, en Turquie, pour sa formation. Et maintenant, il fait dans de l'art plastique. Il devait être ici ce soir, mais il a une activité demain. Il a une activité nationale demain, il ne peut pas être là. Ça, c'est celui que vous avez vu ici, Jacques, que vous avez vu ici, il fait dans la mosaïque. Ça, c'est encore la dame là. Et ça, c'est le jeune Martin qui est à l'université. C'est lui qui fait ça, c'est encore lui. Il faut bien dire qu'il est à l'université. Il est à l'université. On est à l'université, on est Non, il est à l'université et c'est ça, il vient vers moi quand il n'en peut plus. Ou bien quand les affaires ne marchent pas, mais je ne paye plus, j'ai payé sa scolarité, c'est 50 000, mais je ne paye pas cette taxe. Il se débrouille là-bas avec. Celui-ci fait dans la menuiserie à Lonca. J'ai acheté plein de trucs chez lui là, parce qu'il fait ça bien. Celui-là, il fait, vous appelez ça dommage ou gommage, il tape ce machin-ci là, sur le sol quand on peut cultiver. Donc il est en train de chercher une deuxième machine et ça a été approuvé. Il va acheter une machine beaucoup moins pénible que celui-là. Donc voilà la cuvée de février 2018. Voilà la cuvée de 2018. Nous avons vu ça. Et voilà nos adresses, si vous voulez nous rendre visite sur nos sites, voilà nos adresses. Vous les prenez et vous allez voir en détail ce que nous faisons. Les dépliants que nous vous avons remis aujourd'hui, c'est les anciens dépliants. Soyez sûrs que l'année prochaine, vous aurez vos photos sur nos dépliants parce que c'est ça qui nous permet aussi d'avoir de l'aide. Donc, à ce niveau-ci, je voudrais vous dire thank you. Maintenant, nous allons nous mettre en équipe. Les personnes qui sont venues avec un projet vraiment écrit, avec les idées écrites, nous allons vous prier nous allons faire... Moi, j'ai écrit ma part, je ne suis pas merci. Pour les personnes qui sont venues avec leur projet déjà écrit, essayons de montrer la même voie si nous sommes plus nombreux. Ok, nous allons former. 6 par groupe, ça nous suffit, hein, parce que là, on va vraiment avoir quelque chose. Quand on est nombreux, certains ne font rien. Certains ne font rien, nous voulons 6. Remontez un peu, s'il vous plaît. Ici déjà, ça fait 4. Papa, oui. Allez au balcon. Oui. Allez au balcon. Les personnes qui ont les cheveux. Les autres personnes qui ont des idées, qui n'ont pas eu le temps de les mettre sur papier. Ok, on peut l'ajouter aussi. Elle est seule. Venez ici, on va vous donner les formats.